auparavant. Et j'étais donc journaliste de formation. Je suis juriste de formation, puis journaliste dans l'analyse des crises internationales. Et donc, j'ai fait ça pendant quelques années, pendant 15 ans, à la télé, d'abord à la radio, ensuite à la télé. Bon, et puis, je me suis reconvertie. Alors, le chien, c'est quand même quelque chose, un sujet et un domaine qui me passionne depuis que j'ai 16 ans. J'ai commencé l'éducation canine à l'âge de 16 ans avec mon premier berger allemand. Et après, ben, ça ne m'a jamais quitté. J'ai toujours lu beaucoup de choses et puis j'ai toujours pratiqué avec mes chiens, avec les chiens des autres, voilà, comme ça. Et puis ensuite, pendant que j'étais journaliste, j'ai développé une petite activité. Rien de qui n'était pas suffisante pour que j'en vive, mais parce que j'avais mon Oui, activité principale qui oui. était très prenante. Et puis au fur et à mesure, j'ai Oui, c'était repris. presque par plaisir, quoi. Oui, voilà, c'était histoire de, oui, de garder la main, quoi, le pied à l'étrier, de continuer à pratiquer un petit peu. Et puis, au bout de 15 années de journalisme, j'en ai eu assez. Et puis, j'ai décidé de m'installer à temps plein, de reprendre mes études. Et voilà. Et donc, j'ai créé Sino Consult. Donc, mon parcours ensuite, c'est que j'ai, au niveau de mes... Tu l'as créé quand, Sinoconsult? Il y a combien de Alors, temps maintenant? 2015. 2015, d'accord. 2015. J'étais déjà en exercice avant, mais c'était, je n'étais pas rémunérée. C'était plus D'accord. c'était vraiment pour dire de Pour aider. continuer, voilà, pour aider les gens, on savait, Oui, autour de moi, à chaque fois qu'il y avait un problème avec un chien, on disait, oui. On faut, venait te faut demander, quoi. demander à Audrey. Bon, et puis ensuite, j'ai suivi une première formation privée en éducation, ensuite en comportement. Ensuite, j'ai participé, donc j'ai été prise 2 ans, enfin, j'ai participé à la formation du docteur de Haas, formation Oui, très, très intéressante et formation de pointe sur oui. le comportement et les liens entre le comportement et la médecine comportementale pour le chien, pour le chat. Ensuite, j'ai également obtenu mon brevet des premiers secours pour le chien et le chat. Et puis, la réactivité aussi, les stages sur la réactivité. Bon, voilà, on a fait et un peu voilà le parcours que j'ai. D'accord, ok. Donc, du coup, en fait, tu es tombé dans la marmite, tu étais jeune, en fait, c'est une passion à la base, et puis Oui, finalement, petit à petit, aujourd'hui, c'est ton métier, quoi. voilà, oui, j'avais 16 ans. Vraiment, lorsque Ouais. j'ai mis pour la première fois les pieds dans un centre d'éducation canine, j'avais un berger allemand et j'étais 16 ans. J'avais 16 ans. Et tu as toujours un berger allemand, il me semble, Et j'ai toujours un sans berger l'avoir allemand. vu sur des Oui, oui, photos. oui. Ok. Moi, ce qui m'intéresserait, ce serait de savoir en fait quel a été ton objectif quand tu as décidé d'écrire ton livre. Donc, je le dis quand même, j'aurais pu le dire au début, mais enfin, vous savez, je pense que vous êtes tous là pour ça quand même, vous le savez. Donc, Audrey a écrit ce livre que je vous invite évidemment à lire pour ceux qui l'ont pas encore lu, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui sont là qui l'ont déjà lu justement, pour ça qu'ils sont là. Donc, vous le trouvez sur la boutique. Voilà, donc il est sorti il y a combien de temps maintenant le livre? Il est sorti le 31 octobre 2020, l'année Enfin, dernière. un an, quoi. Un Voilà. petit peu plus d'un an. Oui. Donc, qu'est-ce qui a fait? C'est pas anodin d'écrire un livre, quoi. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, allez, je veux transmettre par écrit ce que je pense aujourd'hui, ce que j'ai appris, etc., ton expérience. Qu'est-ce qui a fait cette démarche? Alors, avant le livre, il y a l'écriture du blog. J'écris régulièrement des articles sur le Oui, blog Sinoconsult, sur la page Facebook. oui, J'aime beaucoup écrire, vraiment. Ça me fait beaucoup de bien d'écrire. C'est vraiment une activité qui me plaît, qui me détend et qui me permet de mettre les choses au clair dans ma tête et que j'aime beaucoup partager parce que pour moi, l'écriture est un média formidable
à l'heure. Alors c'est peut-être un peu, ça peut paraître un peu désuet de dire ça aujourd'hui à l'heure de la vidéo, à l'heure de l'image. On vit dans un monde d'images. Oui. Mais moi, vraiment, l'écriture, la lecture, j'y crois. Et l'écriture, c'est pour moi une arme redoutable et qui peut apprendre énormément. Il faut vraiment jamais arrêter d'écrire. Donc, quand j'écris, j'écris sur la page et je transmets comme ça les choses qui peuvent aider pour aider les gens. Et au fur et à mesure j'ai évidemment en quelques années atteint un nombre d'articles Ouais. impressionnant. Ça va vite en fait. Oui, surtout que tu es assez prolixe, tu en écris pas mal. Il y en Voilà. a souvent qui sortent sur la page. Oui. Voilà, oui. Et alors, tout simplement, l'idée d'écrire ce livre n'est pas venue de moi. Elle est venue de mon mari qui m'a dit il faut vraiment que tu écrives un livre. Il faut vraiment je pense vraiment qu'il faut que tu l'écrives ce livre. Il me l'a répété plusieurs fois. Et puis au fur et à mesure, parce que bon, on a quand même un métier prenant Ouais, physiquement, prenant mentalement, et puis ça prend du temps d'écrire un livre. Et j'imagine. du Ouais. coup, voilà. Et du coup, ça a pris du temps. C'est un livre qui a mis 3 ans et demi à peu près, 3 ans, un peu plus pour sortir. Et alors, il y a certains des articles que j'écrivais sur la page qui ont été pris et D'accord. retravaillés. Parce que quand même, quand on écrit sur un blog, il y a une immédiateté quand même, il y a quelque chose. Oui. J'avais des sujets, mais il y avait des articles qui devaient vraiment être retravaillés. Il y a des articles qui ne sont que dans le livre, qui ne sont pas sur Internet, qui ne sont que dans le livre. Et puis, il a fallu réorganiser tout ça autour d'un plan, autour d'une réflexion. Voilà, comment est né le chien, cet animal qui nous échappe. Ok. Tu espérais passer un message à travers ton livre? Tu espérais quelque chose ou tu l'as fait juste pour y condenser finalement toutes tes pensées, toutes tes réflexions depuis le temps que tu écrivais, ou tu avais quand même dans ta tête un objectif, en fait, un espoir en tout cas avec ce livre? Le livre n'a qu'un seul objectif, c'est d'aider les chiens et les gens. Sinon, je vois pas l'intérêt. Vraiment, si je l'ai sorti, de toute façon, c'est ce que j'avais dit, c'est ce que j'ai dit plusieurs fois. Je ne le sortirai pas tant que je ne serai pas convaincue que c'est clair et que ça peut vraiment aider parce que sinon, c'est de la complaisance et voilà. Du coup, ça a pris du temps. Je voulais vraiment être sûre que ce soit clair et du coup, euh, Oui, je l'ai fait lire avant d'accord. à des personnes qui avaient un chien et puis aussi à des personnes qui n'étaient pas du tout dans le domaine du chien, qui n'ont pas de chien. Oui, pour que tu aies Déjà un que, recul objectif, quoi. voilà. Et surtout parce que je voulais savoir si c'était clair, vraiment clair. C'était tout ce que je voulais. Moi, je veux juste une chose, c'est que ce soit clair et intéressant et que ça aide. Voilà, c'était l'objectif. J'ai Alia qui me demande le lien du blog, mais je pense que quand tu parles du blog, tu parles de la C'est fait la page. page Facebook. Oui, c'est la Oui, oui, page je dis blog, mais c'est Facebook. la page Facebook. Je regarde mon téléphone. Sinon. C'est Sino Consulte, en fait, le nom de la page. On le mettra en lien. S'il y en a un qui peut le mettre en lien dans la discussion, ça serait sympa, ou je le mettrai moi tout à l'heure quand on aura fini. Donc, il y a tous les articles sur la page Sino Consulte. J'en ai partagé quand même pas mal sur la mienne. Et c'est vrai qu'après, ils sont tous regroupés là-bas. Vous pouvez tous les retrouver. J'aime bien aussi les photos avec. J'en avais repris une quand j'ai fait la pub pour le live, qui est une photo, tu sais, avec où tu mets une pensée, en fait, une réflexion. Oui. Elles sont sympas aussi. Je trouve que c'est assez marquant. Euh, alors, on vient dans les questions un peu plus pratiques, on va dire. Euh, donc, quelles sont pour toi, en fait, les bases fondamentales pour avoir une relation harmonieuse avec son chien? C'est justement de privilégier la relation avant tout et les besoins fondamentaux du chien. Les besoins, vraiment la Les besoins, relation et oui. les besoins. C'est la relation, elle est à construire, mais pour qu'elle puisse être
être construite sainement et solidement, le chien va avoir besoin que ses besoins soient satisfaits, sinon il ne sera pas dans le bien-être. Et si vous ne placez pas le chien dans le bien-être, ce sera compliqué d'avoir une relation avec lui. Donc c'est vraiment de privilégier la relation, de créer du lien avec cet animal, parce que plus on créera de liens avec lui, moins il nous échappera. Euh, et le but, c'est quand même ça, c'est d'avoir une relation d'amitié qui dépasse l'obéissance. En tout cas, moi, c'est ça qui me fait rêver. C'est pas le chien qui obéit. Alors, pour avoir une bonne relation avec son chien, je pense que la première chose à faire, c'est d'abandonner les idées, les velléités d'obéissance et de plutôt construire quelque chose qui relève de la collaboration, de l'observation, de l'écoute et se renseigner sur les besoins fondamentaux du chien qui lui sont propres. Et là, pour ça, pour les besoins fondamentaux, il faudra se rapprocher d'un professionnel du comportement, puisque les besoins fondamentaux, on peut pas, nous, on les connaît parce qu'on les a appris, parce qu'on lit, mais l'humain qui adopte un chien, les besoins fondamentaux de son chien, il ne peut pas les connaître. C'est à nous de les lui transmettre. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre, c'est que les besoins fondamentaux du chien sont détaillés et bien souvent, les gens ne les connaissent pas, le disent. J'étais loin de me douter qu'il fallait faire ça, et puis tout ça. Donc, on ne va pas les détailler parce que ça prendrait du temps, mais c'est de vraiment construire une relation saine, c'est la complicité et l'observation et de ne pas démarrer avec l'obéissance. C'est ça qui démolit tout. Dans la relation homme-chien, c'est ce qui détruit tout. C'est dès qu'on a le chiot ou dès qu'on a le chien adulte qu'on a adopté, tout de suite, on veut qu'il obéisse. On lui demande de faire des choses qui n'ont pas de rapport avec le contexte, alors qu'on n'a même pas encore créé de lien avec lui. Et du coup, ça c'est se placer tout de suite dans une posture de maître envers le chien. Et déjà, je pense que ça part mal, puisque je le répète beaucoup, et je le répète aussi beaucoup dans le livre, il n'y a pas un animal sur Terre qui est né pour obéir à l'homme. On peut collaborer, on peut s'écouter, on peut échanger, mais le chien n'est pas là pour obéir à l'homme. Il est très intelligent et il a beaucoup de choses à apporter. Et si dès le départ, on veut le faire obéir, il ne faut pas s'étonner que ça finisse mal et qu'on ne s'entende pas et qu'à un moment donné, l'obéissance, elle fonctionne, elle peut être confortable à court terme, mais à long terme, ça ne marche pas. C'est vrai que, en fait, avoir un chien, ça peut paraître banal, en fait, finalement. Et ça fait qu'on oublie un peu que c'est une espèce à part entière qui n'a rien à voir avec l'humain. Et c'est vrai qu'on peut adopter un chien sans se dire, sans se demander finalement quels sont ses besoins en tant qu'espèce. J'ai Émilie qui demande quels sont les signes qui montrent que les besoins de mes chiens sont satisfaits. Quels sont les signes qui montrent que les besoins de mon chien sont satisfaits? Comment elle peut savoir que ces chiens ont les besoins de satisfaits? Mais j'ai envie de dire plutôt les choses à l'envers, c'est que si les besoins de son chien ne sont pas satisfaits, elle va pas tarder à le savoir. Là, elle va appeler quelqu'un. Parce que le chien, si ses besoins ne sont pas satisfaits, il développe Ouais. des troubles comportementaux. Ouais. Donc, s'il n'y a pas de troubles comportementaux, on peut supposer que ce chien va bien et que ses besoins sont satisfaits. Que pour lui, à son échelle, à lui, parce qu'après, ils n'ont pas tous les mêmes besoins aussi, hein, et il faut bien le dire, mais que voilà, j'ai plutôt envie de dire que si les besoins ne sont pas satisfaits, on le sait vite. C'est souvent un point qu'on aborde systématiquement en rendez-vous. Nous, quand on fait un bilan avec un chien, c'est déjà de savoir si les besoins du chien sont satisfaits avant même d'établir un plan d'entraînement, quel qu'il soit en fait. Bien sûr. Parce que c'est quand même la base. Alors, j'ai Élodie. Je te lis les questions au fur et à mesure parce que je pense Oui. qu'elles concernent à chaque fois
Alors, Elodie nous dit bonsoir Audrey, merci pour ce livre qui sert aussi à nous les pros pour avoir un peu de matière face à des pratiques anciennes qui ont encore du mal à passer. Avoir un écrit nous aide à avoir du poids face à des propriétaires de chiens encore hésitants sur ce qu'est le bien-être du chien. Voilà, en fait, ce n'était pas une question, c'était juste une remarque positive. Mais bon, voilà, ça fait du bien. Merci beaucoup, Elodie, Voilà. et d'autant que c'est une remarque qui vient d'un professionnel. Merci Oui, beaucoup. un professionnel, un bon professionnel. Émilie, elle dit quand même, donc la personne qui avait demandé comment savoir si les besoins de son chien sont satisfaits, elle dit oui, sauf si on récupère un chien réactif qui a eu des traumatismes. C'est-à-dire que tu peux avoir une histoire, le chien peut avoir une histoire qui fait que même si tu combles ses besoins, il peut présenter des problèmes de comportement liés à sa propre histoire, en fait. Oui, mais alors après, oui, le fait de combler les besoins va mettre le chien dans de meilleures dispositions pour la rééducation. Il est évident qu'on ne rééduque pas un chien avant d'être assuré que ses besoins sont satisfaits. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Donc, le fait que les besoins soient satisfaits et qu'ils soient bien sécurisés à la maison et qu'il ait ce qu'il faut en activité masticatoire, que l'activité alimentaire soit convenable. Attention, l'activité alimentaire est très importante pour les chiens réactifs. Hein, c'est vraiment pas un détail, il faut vraiment s'y pencher. Une fois qu'on a vu tout ça, oui, le chien sera dans de bonnes dispositions pour pouvoir être rééduqué sur sa réactivité. Elisa, elle pose le même type de question. Si les troubles comportementaux sont présents dès le jeune âge du chien, comment peut-on évaluer si on lui comble assez ses besoins par rapport à ses troubles? Sur un chiot? Non, là maintenant, c'est un chien adulte, mais en fait, le chien a présenté des problèmes de comportement dès jeune. Donc, comment, si tu veux, elle fait de la part des choses entre ce comportement vient de l'histoire du chien, de ce qu'il est en tant qu'individu, et pas forcément du fait que tu n'as pas comblé les besoins. Oui, alors après, il y a Après, évidemment la génétique aussi, hein, l'histoire du chien, et puis il n'y a pas que l'histoire du chien, il y a sa génétique. Donc, il faut voir ce chien d'où il vient, son père, sa mère, les premières semaines de vie, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ce chien. Mais encore une fois, les besoins fondamentaux, il faut vraiment voir si tout. À l'inverse, je ne veux pas qu'on croie qu'il suffit d'assurer les besoins fondamentaux pour que le chien n'ait pas de troubles. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'un chien dont les besoins sont satisfaits, ne, en dehors de pathologie comportementale, ne développera pas de problème, puisque il ne sera pas frustré, ses besoins en activité sont satisfaits. Maintenant, si à la base, on a une mauvaise génétique ou un mauvais démarrage dans la vie, dans les conditions les premières semaines de vie, ou un chien tout simplement qui a des problèmes de santé, lui satisfaire les besoins, c'est la base de tout, mais ensuite, il y aura un gros travail à faire et peut-être même une médication. Mais en tout état de cause, la satisfaction des besoins fondamentaux est primordiale, quoi qu'il en soit. alors, bon, je ne sais pas si on va suivre notre plan, c'est pas grave, je trouve ça quand même chouette de répondre aux questions. Tu diras si la question, on n'y répond pas ou dans un autre contexte, évidemment, hein, tu me dis. Et là, j'ai une remarque qui est intéressante. Donc, je ne vais pas prononcer ton nom parce que je ne sais pas comment on le prononce. Excusez mon ignorance, le chien est une création de l'homme, donc fait pour travailler et obéir. Alors, le chien est une création de l'homme. Non, le chien existait avant l'homme. Le chien, c'est la sélection qui est une création de l'homme, la sélection génétique. Le chien n'est pas une création de l'homme, il n'a pas attendu après l'homme pour exister. Donc non. Et ensuite, la sélection, oui, l'homme a sélectionné des comportements à des fins d'utilité. Mais le chien existait avant ça. Le chien savait déjà chasser sans l'homme. Le chien savait déjà mordre sans l'homme. Il savait déjà faire beaucoup de choses sans l'homme. L'homme, ce qu'il a fait, c'est hypertrophier ses besoins, ses comportements à des fins d'exploitation, d'utilité. Est-ce qu'on a envie de continuer à aller dans ces extrémités-là? Je pense qu'il est possible d'envisager les choses autrement
que dans l'obéissance. Le chien de travail aime travailler. Je ne reviens pas là-dessus. C'est peut-être même la distinction qu'il faut faire entre le chien de compagnie dans la relation homme-chien, le chien de compagnie et le chien de travail. Le chien de travail, il aime travailler. Il est génétiquement sélectionné pour travailler. Mais même dans le travail, on peut collaborer. On n'est pas forcément obligé d'être dans une relation d'obéissance et de hiérarchie. On peut collaborer. C'est même souhaitable. La relation et le travail n'en seront que meilleurs si le chien collabore avec un humain qui le respecte et qui le voit autrement que dans une relation de hiérarchie, d'obéissance. Je dis et tu exécutes. Parce que on sait aujourd'hui que l'apprentissage des autocontrôles, que l'éducation et tous les apprentissages par les autocontrôles sont capables d'amener un chien à faire des choses par lui-même qui sont formidables. Merci pour cette réponse. Je ne vais pas lire toutes vos questions quand même, on va suivre aussi un petit peu le fil qu'on s'est dit. Je vais terminer quand même avec celle-ci que je trouve intéressante parce que ça ne va pas demander non plus un grand développement, en tout cas sur la réponse. Donc, c'est Obsidienne qui demande « Est-ce qu'un chien avec une charge génétique peut ne plus avoir de troubles avec un travail adapté ?» Est-ce qu'un chien avec une charge génétique, oui, je ne comprends pas. Je pense qu'elle a voulu dire dans le sens où, si tu veux, on pense que les problèmes de comportement sont en partie liés à la génétique. Est-ce que si tu fais un gros travail avec ce chien, est-ce qu'on peut ne plus avoir de troubles du tout? Alors, la rééducation va améliorer les comportements. Après, je pense qu'il faudrait un petit peu plus de précision de quels troubles parle-t-on. Oui. Parce qu'il y a quand même si le problème est génétique, et si les troubles se sont déclarés avant la puberté et qu'on sait par exemple que le père et la mère en sont également atteints, par exemple les TOC, parlons des TOC, des troubles obsessionnels compulsifs. Donc les TOC sont génétiques. Un chiot qui naît avec des TOC, il n'est pas question de le rééduquer avant de l'avoir placé sous une médication pensée par un vétérinaire comportementaliste qui connaît son métier, qui connaît comment limiter la survenance des troubles, des TOC qui envahissent le chien. Et parce que ces chiens-là, on ne peut pas travailler avec eux sans médication. C'est juste pas possible. Le chien est incapable voilà. Donc, il y a la rééducation et ensuite, en fonction de certains cas, la médication va s'imposer pour des questions éthiques aussi. Parce que est-ce que c'est éthique de vouloir absolument rééduquer un chien sans soulager d'abord la souffrance émotionnelle ou peut-être des stéréotypies qui l'empêchent d'être là, d'être concentré. Mais nous-mêmes, on va devenir fou. On n'y arrivera pas. C'est vraiment très difficile, pour ne parler que des troubles obsessionnels compulsifs. Donc, c'est une question qui est trop vaste pour être qui est trop large. Ça dépendra des troubles. Mais oui, il y a des troubles comportementaux qu'on peut heureusement rééduquer et faire en sorte qu'ils ne surviennent plus, parce que c'est géré, parce que l'humain a compris, parce que le contexte est travaillé, parce qu'il y a entraînement, parce qu'on a bien compris ce qui fait déclencher le chien. Bon, voilà. Je rajouterais une chose aussi, pareil, c'était une petite citation que tu avais mise sur une photo, moi qui m'avait beaucoup parlé. C'était, tu parlais du chien craintif, du chien peureux, et tu disais, tu m'arrêtes si j'ai mal interprété ce que tu as mis, bien sûr, que voilà, ce chien, on pouvait l'accompagner, on pouvait l'aider à supporter de mieux en mieux certains environnements, certaines situations, mais qu'on n'en ferait jamais un chien qui sera un super guerrier et qui assumera toutes les situations et qui sera super sûr de lui. Et je trouvais que c'était vrai déjà, et que voilà aussi il y a une essence de l'individu qui fait que on ne pourra pas le transformer en ce qu'on voudrait absolument, et il y a des choses qu'on peut aider, modifier, mais on ne peut pas changer totalement un individu avec des comportements qui ne nous arrangent pas forcément à la base, quoi.
Ah oui, alors la par rapport à personnalité ça. du chien, on n'y touche pas. Voilà. On n'y touche pas. De toute façon, même si on voulait y toucher, c'est impossible. Il faudrait aller dans la dérive, Ouais. c'est-à-dire casser un chien Ouais, pour c'est ça. réussir à en faire ce qu'on Donc a envie après, de c'est la faire. différence entre trouble du comportement et puis ce qui appartient à l'individu en tant que tel, en tant qu'individu, en fait, qui Ah ne va oui, peut-être pas nous arranger tout le temps. voilà. Ah oui. Et donc, c'est d'où l'importance de savoir ce qu'est un chien. Ouais. Parce que oui, parfois, on va nous demander des choses et nous, on va juste répondre, mais c'est normal. Ce n'est pas un trouble comportemental. Ça fait partie de l'éthogramme. C'est normal. Le chien, il se comporte juste comme un chien. Voilà. Et en effet, parfois, les gens veulent un chien, se sont projetés et veulent un chien pour faire des choses, ils ont de l'ambition pour eux-mêmes et pour ce chien, et ils s'imaginent avec ce chien en train de faire plein de choses. Et puis, ils adoptent le chiot, et puis le chiot, bah, il s'avère qu'il n'a pas du tout la personnalité pour faire tout ça. Et voilà, c'est ce que tu disais. Et du coup, parce que ce chiot, peut-être, il est peureux et que nous, on rêvait d'un chien qui soit courageux. Donc, ce peureux, bah, on va l'aider à gérer ses peurs, mais on ne va pas le transformer en X-Men. Voilà. C'est pas possible. C'est c'est important, n'empêche, comme chose à bien comprendre. Euh, alors pareil, j'ai repris la petite citation que tu avais mise sur une photo que j'avais partagée en faisant la publicité pour le live. C'est donc, tu disais qu'on devait être le guide ou le coach de son chien. Et donc, je me demandais ce que tu entendais par là. Qu'est-ce que ça veut dire être le coach ou le guide de son chien? Bah, c'est être un cadre, c'est représenter un cadre sécurisant et puis une référence. Le chien, le chien domestique a besoin d'être sécurisé et d'être guidé, ne serait-ce que pour devenir adapté à la société dans laquelle on se trouve, qui devient de plus en plus difficile à vivre pour cet animal. Du coup, à nous de nous placer en tant que gardien, en tant que gardien bienveillant, euh, une structure sur laquelle le chien va pouvoir s'appuyer, en laquelle il va pouvoir avoir confiance pour nous suivre. Et à nous, en tant qu'humains, d'être suffisamment éthiques pour amener ce chien là où il est capable d'aller et de ne pas vouloir le pousser à faire des choses alors que lui, peut-être il n'en a pas envie ou juste il n'en est pas capable. Donc en fait, un coach, c'est ça. Un coach sportif avec son sportif, euh, déjà il représente un exemple et puis il va l'entraîner avec bienveillance, il va l'amener à se développer, à devenir une meilleure version sportive de lui-même. Et lorsque l'on a un chien, c'est pareil, surtout si c'est un chien que l'on doit rééduquer parce qu'il est réactif, euh, il faut vraiment se placer en tant que coach, que guide, gardien, développer le chien vers une meilleure version de lui-même, tout en sachant qu'il ne changera pas, sa personnalité ne changera pas, mais on va lui apprendre à gérer ses comportements, ses émotions, grâce aux autocontrôles, en l'amenant avec les autocontrôles à gérer ses émotions lui-même, à réguler ses comportements lui-même. Et tout ça, on y arrive sans l'obéissance. Et de toute façon, c'est justement parce qu'on n'utilise pas l'obéissance qu'on arrive à rééduquer les chiens réactifs. S'il y a bien une chose qui ne marche pas avec les chiens réactifs, c'est l'obéissance. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Quelle est la différence? Comment tu vas? Alors, on va peut-être un peu rentrer dans trop de détails. Co- euh, Tu veux dire qu'en fait, le chien, il va arriver à gérer les situations par lui-même, en fait, sans que l'humain ait besoin de lui demander. C'est En ça. tout cas, tout le travail consiste à faire ça. J'ai encore l'exemple sur mardi, une belle
Une belle surprise avec un chien que je suis en train de rééduquer, qui est hyperactif, hypersensible. Et donc réellement, hein, le syndrome D'accord. d'hyperactivité, d'hypersensibilité, c'est un chien qui est réactif à tout. Et on l'amène tout doucement à vivre ses émotions. On respecte les émotions, on ne va pas contre les émotions. On le laisse observer, on le laisse expérimenter ce qu'il ressent. Et parce qu'il ressent l'émotion et qu'il est à distance du déclencheur, suffisamment à distance pour ne pas réagir ou réagir un peu, mais c'est pas grave, on le laisse réagir un peu. Et puis on l'amène à faire des choix. On l'amène à faire des choix. Qu'est-ce que tu choisis de faire? Et lorsque la distance est bonne et que l'émotion n'est pas empêchée par un stop ou tais-toi ou viens ici au pied assis, pas bouger, tu laisses, tu viens, d'autant que ces chiens-là ne sont pas capables de filtrer autant d'informations et qu'il faut juste se taire, les laisser analyser de loin, regarder de loin et juste renforcer le moindre détournement de tête, de regard. Et donc, bref, avec ce chien, donc, on a travaillé pendant plusieurs semaines en milieu sécurisé dans un endroit très au calme ou plutôt artificiel, dans des enclos sécurisés. Et puis là, il a pu, pour la première fois, revenir dans la situation réelle, dans un parc, où il a su, à distance toujours, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail hein, avec ce chien, bien sûr, pour réduire la distance, mais à distance, il a su voir des voitures, des oies, des joggers, des enfants, des chiens, et faire le choix, parce que cette émotion qu'il ressent, il l'a expérimentée, on l'a laissé l'expérimenter, euh, il a su juste faire le choix de détourner, parce qu'avec le clicker, on a renforcé les comportements de détourner la tête, détourner le regard, ne serait-ce qu'une seconde, avec un bon timing. Et que ça, il l'a intégré, et que à cette distance-là, il fait des choix. Il préfère faire demi-tour. Il préfère observer, on le laisse regarder, on fait attention de ne pas mettre d'à-coups dans la laisse, bien sûr, parce que c'est un chien hypersensible, donc la moindre, le moindre stimulus peut le faire partir. Et voilà, et tout doucement, on arrive à les rééduquer. Mais attention, bien sûr que ça prend du temps, bien sûr. Personne n'a dit que ce sera court, mais les progrès sont notables. Ce chien, il est encore quelques semaines, il était incapable d'être en milieu réel. Aujourd'hui, il y est. Et, et c'est surtout parce qu'on ne lui demande rien. On ne lui demande rien. Émilie, je pense que ça répond à ta question. Donc, Émilie demandait qu'entendez-vous par obéissant. Je pense que ça a répondu à ta question. C'est-à-dire que tu ne vas pas demander au chien de laisser, tu ne vas pas lui demander de se taire, de s'asseoir, de se coucher, tirer sur la laisse pour pas qu'il aboie ou qu'il soit réactif. Tu ne vas pas lui demander de changer de comportement en t'obéissant. En fait, c'est lui qui va réussir à faire ses choix par rapport au travail qui aura été fait. J'ai bien résumé. Voilà, parce qu'on aura renforcé les comportements qui nous intéressent. En fait, Émilie, tu as besoin de te faire aider. Je ne sais pas si tu vois un professionnel, mais je pense que tu as besoin de te faire aider pour établir un plan d'entraînement avec ton chien. Audrey, dans l'idée de renforcer les liens avec Milou, j'avais envie de partager plein d'activités avec lui. On a un peu essayé pas mal de choses, mais je me questionne sur les différentes activités, étant donné que j'ai tout autant envie de respecter sa nature de chien que de créer encore et toujours de beaux liens avec lui. Par exemple, quand on fait du mentrailing ou de la détection, je trouve ça chouette, car il me semble que ce sont des trucs de chien. Mais quand on apprend des tricks ou qu'on fait de l'agility, eh bien vraiment, je ne sais pas vraiment si c'est intéressant pour lui en tant que chien. Quel est ton point de Mais vue? Je pense que c'est ça que... oui, ben, il faut le regarder. Est-ce qu'il a l'air de prendre du plaisir quand elle travaille les tricks au clicker? Est-ce qu'il a l'air d'aimer ça? Est-ce qu'il a l'air intéressé? Quand même, le chien, quand il n'est pas intéressé, c'est assez clair. Lorsque l'on veut lui faire faire quelque chose qu'il n'aime pas, il l'exprime par ses postures. Son désintérêt pour la chose
va se sentir si il remue la queue et que il vient spontanément lorsqu'on met la sacoche, qu'on prend le clicker, s'il a l'air heureux. Mais là, comme ça, ce chien, je ne le connais pas, donc ce sera compliqué pour moi euh, le plus important là, c'est son ressenti à elle. Pourquoi est-ce qu'elle pense que son chien, pourquoi est-ce qu'elle se pose cette question? Je n'ai pas le. Alors, C'est compliqué là. il aime surtout la bouffe qu'il reçoit pour les apprentissages des tricks. Oui, il est tout excité. Alors, attention, l'excitation, c'est pas la joie. L'excitation, justement, lorsque le chien est en excitation, moi, je travaille pas, j'arrête. Je travaille pas dans l'excitation. Je veux bien la joie, je veux bien le plaisir, je veux bien, mais pas d'excitation. C'est pas souhaitable. Il vaut mieux travailler dans le calme. Après, attention, les tricks, c'est sympa. Mais il faut pas faire. Mais je pense pas que ce soit son cas, mais il faut pas faire que ça. Il faut pas faire que ça. Parce que le clicker est un excellent outil pour moi de rééducation. Enfin, c'est quelque chose vraiment qui me permet d'être précise au niveau des comportements que je souhaite renforcer sans le dire au chien. Maintenant, je ne vais pas non plus être. Enfin, j'adore pas voir des tours au clicker de chiens qui font des tours et je vois que les chiens sont excités. Je ne suis pas fan. Mais après, si c'est fait un peu et avec respect et puis et que le chien fait d'autres choses comme le man-trailing, en fait, c'est toujours pareil. Tout est En fait, possible sans exagération. la vraie question qu'elle se pose, Laure, je la connais, c'est une cliente, c'est plus qu'une cliente mais maintenant, en fait, c'est qu'elle a peur, si tu veux, de ne pas respecter sa nature de chien parce qu'un chien, il ne ferait pas de l'agility dans la nature ou il ne ferait pas des tricks dans la nature. En tant que chien, si tu veux, s'il était chien libre, ça revient un peu à ma question d'ailleurs. Oui, mais il n'est pas chien libre. Et du coup, Il n'est en pas lui chien libre. proposant ce type d'activité, elle a l'impression que en fait, le chien va le faire parce qu'il lui file de la bouffe, mais pas parce qu'en tant que chien, il aime ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends. Est-ce que c'est pas à elle que ça pose problème? Si ça lui pose problème à elle, Je sais pourquoi pas, elle le Laure, hein, fait? je dis ça parce que je te connais un peu, mais peut-être que je me trompe. Hein, tu rectifieras si Si ça lui pas ça que pose je fais. autant de questions et si ça a l'air de la déranger, il ne faut pas aller vers des activités. Moi, honnêtement, des tricks au clicker, j'en fais pas avec ma chienne. J'en ai jamais. J'ai fait un peu à un moment donné de, d'apprentissage par imitation, mais c'est pas quelque chose qui me. Donc je peux comprendre. Je pense que je comprends ce qu'elle veut dire. Ce truc d'avoir un peu l'impression de robotiser le chien. Donc moi, j'ai trouvé ça marrant 5 minutes et puis après j'ai arrêté. Ça m'intéresse pas. Mais je veux pas juger non plus ceux qui le font parce que je sais qu'il y a des gens qui le font et lorsque je le vois faire, je vois vraiment que le chien prend du plaisir. Vraiment. Je, c'est fait avec respect, c'est fait dans le calme. Attention à l'excitation, pas d'excitation. Donc, je ne vais pas juger les gens qui le font. Moi, juste, ça ne m'intéresse pas. Je préfère aller vers des activités plus naturelles. En effet, j'aime beaucoup travailler dans les autocontrôles. J'aime bien beaucoup les autocontrôles. Donc, je vais préférer ça. Mais il faut regarder le chien, tout simplement. On pourrait peut-être se dire que finalement, toute activité, du moment qu'on n'en abuse pas Mais et que le voilà. chien montre du plaisir en la faisant, il ne faut peut-être pas trop se poser de questions quand même. Bah oui, c'est Tant que c'est ça. dans le respect de son corps, de son mental et de notre envie de le faire avec lui, peut-être qu'il ne faut pas tant se poser de questions que ça. Oui, c'est ça, tout simplement. C'est plus spontané. Vous posez plein de questions, c'est impossible que je transmette toutes les questions que vous posez, c'est impossible. Autrement, on va y passer la nuit, mais ça me fait super plaisir hein, que vous soyez là et que vous posiez autant de questions. Je vais continuer notre déroulé parce que je pense que ça va répondre à certaines questions que vous posez. Alors, je vais revenir au bouquin quand même. Je ne vais pas vous le lire. Hein. Il faut l'acheter pour ça. Il y a plein de questions. Est-ce que les gens ils peuvent venir te poser des questions sur la page ou ça ne se fait pas trop? Je ne sais pas, je pose la question comme ça. Si les gens ils ont des questions à te poser, est-ce qu'ils peuvent venir te poser des questions sur la page ou sur un post que tu fais ou
si ce soir on ne répond pas à leurs questions, est-ce qu'il y a un moyen qu'ils puissent te poser la question quelque part ou c'est compliqué? Euh, ça risque d'être un peu Oui, compliqué. Je suis oui, débordée. oui, oui. J'ai vraiment Je pose la question quand même. beaucoup de mails. Déjà, quand j'arrive à m'en sortir avec mes mails, non, répondre aux Ouais. questions c'est compliqué. Bon, elle verra, elle est sur le groupe, peut-être qu'elle arrivera à On le répondre à refera, quelques-uns. on On refera, refera, voilà. Fiona. On fera un truc, une nocturne. J'avais une citation, moi, qui m'avait bien plu dans le livre. Donc, c'est page 300 pour ceux qui ont le bouquin, s'ils l'ont à côté d'eux. Je vous la montre. Elle est assez facile à lire. Donc, je change la pensée que j'ai de mon chien, je change mon comportement envers mon chien et je change le comportement de mon chien. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que ça veut dire ça? Alors, c'est une réflexion qui est, enfin, c'est ce qu'on appelle l'effet Pygmalion. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, l'effet Pygmalion est une expérience qui a été menée par deux scientifiques en 1968, par Rosenthal et Jacobson, dans un quartier pauvre de San Francisco. En fait, ils sont allés dans une école pour réaliser des tests de QI dans une classe. Donc, ils ont réalisé les tests de QI et ensuite, les résultats ont été donnés de manière aléatoire et de manière volontairement faussée. C'est-à-dire que 20% des élèves ont été surévalués et 80% ont été sous-évalués. Les résultats ont été rendus aux professeurs. Ils sont revenus un an après et ils se sont rendus compte que dans l'année, les 20% qui avaient été surévalués ont vu leurs résultats augmenter dans l'année. Et à l'inverse, ceux qui avaient été sous-évalués ont vu leurs résultats baisser. Pourquoi? Tout simplement parce que le comportement des professeurs a changé. Lorsqu'on leur a dit, par exemple, lui, il a un QI de 150, ce qui n'était absolument pas vrai, le professeur a changé la pensée qu'il avait de cet enfant. Il a donc changé son comportement envers cet enfant et l'enfant a modifié ses résultats dans l'année. Et ça a été comme ça à l'inverse. Donc, dans ce sens-là de développement de performance dans le positif, c'est l'effet Pygmalion. À l'inverse, c'est l'effet Golem. Et donc, dans l'éducation canine, c'est la même chose. Changez la pensée que vous avez de vos chiens, vous changerez le comportement, votre comportement envers votre chien, et vous changerez le comportement de votre chien. Concrètement, si on se dit « mon chien est bête », il est bête, il est plus bête que tous les autres chiens. Donc, comme il est bête, je ne vais pas lui faire des exercices au clicker parce qu'il ne comprendra pas. Ce chien-là, il n'a aucune chance d'être dans la réussite et de se placer dans un développement, dans un cheminement développant, et du coup, il va régresser. À l'inverse, si vous vous dites mon chien, il est intelligent, c'est un chien super intelligent, et du coup, comme je sais qu'il est intelligent, ben, je vais l'éduquer sur les autocontrôles, et du coup, et je vais y croire, et j'y crois parce qu'il est intelligent. C'est le plus intelligent du monde. J'ai la chance d'avoir le chien le plus intelligent. Et du coup, vous allez vous montrer bienveillant, faire preuve de patience parce que vous croyez à ce que vous dites, et du coup, vous allez changer votre comportement, votre méthode de travail, et le chien va se performer. C'est ça. Et ça repose sur une étude scientifique. C'est intéressant. Hein. Rosenthal et Jacobson, c'est 1968, et des écrits. Enfin, l'étude, elle est disponible sur Internet. Hein, vous pouvez vraiment Donc, c'est vraiment quelque chose de redoutable, l'effet Pygmalion. Donc maintenant, vous allez tous vous dire, vous avez les chiens les plus merveilleux de la Terre qui sont tous super intelligents et vous allez voir dans 15 jours, vous avez des chiens parfaits. Non, mais c'est vrai, c'est super intéressant, moi, je trouve. Et je pense que ça s'applique aux humains aussi, à nos propres enfants aussi, je pense. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Mais aussi aux chiens qui nous côtoient en permanence, quoi. Allez, une autre petite citation, c'est la dernière.
Attends, page 220. Elle est pas mal, celle-ci aussi. Donc, c'est pareil, elle est facile à lire. Hein. User de l'aversion pour faire obéir un chien ne fait que distendre le lien avec lui. Alors, tu peux juste nous éclairer sur cette phrase parce qu'elle est super importante. User de l'aversion, c'est la peur, la menace. Pour faire obéir un chien, donc déjà, vous savez ce que je pense de l'obéissance. Donc déjà, faire obéir un chien, c'est quelque chose pour moi qui n'est pas top parce que c'est dommage de le faire obéir. Faire obéir. Déjà, posons-nous 2 secondes sur cette expression-là, faire obéir. Et ensuite, user de l'aversion pour faire obéir. Je ne sais pas quel résultat on obtient quand on fait ça, mais je ne suis pas sûre qu'on soit fier. Enfin, je comprends. Je peux pas imaginer qu'on se sente fier d'obtenir un résultat comme ça, en usant de la menace pour faire obéir. Moi, tout ce que je vois, c'est que le chien va s'exécuter parce qu'il a peur. Et du coup, évidemment, que ce dont je parlais au départ, la relation que tout le monde cherche avec son chien. Mais je ne crois pas du tout qu'il existe sur cette planète un humain qui n'a pas envie d'avoir une belle relation avec son chien. Peut-être je suis naïve, hein, peut-être je suis pas, tant mieux, c'est pas grave, je préfère l'être. Mais cette relation-là, elle ne peut exister que dans un lien de confiance. La confiance, c'est pas la menace. La confiance, c'est pas l'aversion. La confiance, c'est pas la peur, c'est pas faire obéir. La confiance, c'est la collaboration. Et je trouve que c'est bien plus gratifiant de voir les choses se faire sans qu'on les demande. Voilà. Après, je sais que pour beaucoup de gens, ça reste très flou, que certaines personnes me disent quand je dis ça, mais je ne comprends pas du tout ce que vous voulez dire. C'est très abstrait, je ne comprends pas. Ben, il faut le voir pour le croire, parce que oui, un chien peut tout à fait, en toute situation, être adapté et savoir quand s'asseoir et quand se coucher sans qu'on lui répète sans cesse assis, couche-toi, 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 parce que le chien se relève. Il n'a pas compris que le coucher, c'est une position qu'on dit une fois, et puis ben, après on se couche, mais parce qu'en fait, le chien, lui, il a besoin de l'expérimenter tout seul. Sauf qu'aujourd'hui, le coucher, combien de gens je vois dire assis, couché, pas bouger, assis, couché, pas bouger, répéter, répéter, répéter. Et ces gens-là ont l'impression d'être dans l'obéissance. Il n'y a pas de relation. Il n'y a pas d'aversion. Et parce que souvent, ce sont des choses qui sont apprises dans l'aversion, dans la menace, pas forcément dans la violence, hein, encore que c'est une violence psychologique, mais il n'y a pas forcément de coups, de coups. Oui. Il n'y a pas forcément de coups. C'est que il y a ce truc de répéter tout le temps et au bout d'un moment, si, ça devient une violence psychologique et le chien laisse tomber. Mais est-ce que c'est ça qu'on veut ? Il n'a même pas le temps de réfléchir, qu'on répète sans arrêt le même mot, donc ça peut lui mettre une pression aussi qui fait qu'il n'arrive pas à produire la demande qu'on peut lui faire, quoi. Oui, puis c'est surtout que cette demande, à force d'être répétée 50 fois, c'est surtout que le chien a appris qu'au bout de 50 fois, il va le faire. Quand vous répétez quelque chose plusieurs fois, comme le rappel, ces gens qui rappellent leur chien une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et le chien, au bout de la 5e fois, il revient. Et à chaque fois, vous pouvez voir que c'est au bout de la 5e fois, mais votre chien, il a appris à revenir au bout de la 5e fois. Il a appris, à force de lui répéter les choses. Il a appris qu'une fois, non, c'est bon. Une deuxième fois, non, j'ai encore 3 fois derrière. Et au bout de 5 fois, il vient. Et tout ça, c'est l'éducation par l'obéissance qui fait tout ça. Et vraiment, je la déconseille. Et faire obéir, et encore moins par l'aversion, c'est non. Faites Donc, pas ça. obtenir un comportement en faisant peur au chien, en fait. Hein, voilà. Ok, merci. Je vais en venir donc, vous étiez 3 à avoir posé des questions sur l'événement. Donc, du coup, on va prendre le temps de vous répondre. Et ben oui, il fallait poser des questions avant. La prochaine fois, vous poserez les questions.
Alors, c'est Charlotte qui demande donc, comment peut-on aider un chien à communiquer mieux avec ses congénères? Alors, je ne sais pas si tu as pris le temps de lire son petit. Oui. Voilà. Alors, bah Oui, déjà, vas-y. en allant voir un éducateur comportementaliste qui connaît la communication intraspécifique et qui est entouré de chiens qui ont une communication élaborée, ce qu'on appelle les chiens bien codés, parce que lorsque l'on a un chien qui communique mal ou qui ne sait pas communiquer, on ne peut pas s'en sortir tout seul. On a besoin d'un éducateur qui va présenter des chiens qu'il aura sélectionnés, parce que dans ce travail-là, on a besoin de chiens. Il s'agit d'un travail sur la communication intraspécifique. Donc, on va bien avoir besoin de présenter des chiens à ce chien-là, mais pas n'importe lesquels. Il va bien falloir les sélectionner, ces chiens, en fonction de la personnalité et du problème de ce chien-là. S'il est peureux, il vaut mieux aller choisir des chiens qui ont beaucoup de postures d'immobilisme, qui sont très protocolaires, très respectueux des codes, qui vont émettre beaucoup de signaux, de communication claire, à distance, qui vont respecter les besoins de distance, ne jamais insister, avec les chiens qui sont dans la peur. Si ce chien qui est dans la peur, il ne sait pas communiquer, mais qu'on lui ramène un chien qui sait super bien communiquer, mais qui est dans le jeu, qui communique, ce chien, voilà. Donc là, il y a un travail vraiment de l'éducateur expérimenté de choisir les bons individus pour ce chien-là, et au fur et à mesure des progrès de ce chien-là, d'aller en choisir d'autres qui vont bouger un tout petit peu plus, qui vont et de voir. Mais tout seul, non, c'est pas possible. Je vois pas comment, parce que du coup, les autres chiens, comment allez-vous les sélectionner? Qui seront les chiens qui vont être les facilitateurs sociaux? La dernière chose à faire, c'est de laisser votre chien, de laisser les autres chiens qu'on ne connaît pas interagir avec votre chien. Surtout pas. Surtout pas. Il ne faut surtout pas faire ça. Donc, il faut aller voir un éducateur. Ok, Charlotte, je ne sais pas si tu es. Il me semble t'avoir vu passer, mais je ne sais pas si tu es toujours. Ah, si elle est là. Franchement, c'est impossible de trouver des bons éducateurs comme ça. C'est un enfer. Tu es dans quelle région, toi? Est-ce que tu as par exemple la Team Capdog, ils référencent quand même des centres d'éducateurs en France, en tout cas, qui ont des vraies notions d'éducation respectueuse du chien. Après, trouver un éducateur qui a les bons chiens, ce n'est pas forcément évident non plus. Sud-Est. Alors, sud-est, non, il faut regarder peut-être sur la carte. Attends, c'est pas, je me suis trompée de personne. C'est pas grave. Charlène. Mais Charlène et Charlotte, je me suis Ah, d'accord, c'est pas la même personne. Oui, c'est pas la même personne. Mais oui, en fait, Charlène disait que c'était difficile de trouver des bons éducateurs. Peut-être, alors Sud-Est, ça ira pas en Haute-Savoie. Émilie, Anne-Sophie, elle est top, effectivement. En Haute-Savoie? Elle est en Haute-Savoie? Non, c'est une autre personne qui dit ça aussi. Attends, excuse-moi, vu que tu n'as pas les trucs sous les yeux, tu comprends rien. Oui, parce que oui. Alors, Charlotte, elle dit, pas d'inquiétude. Donc, la personne qui a posé la question. On a éduque et chien bien codé sélectionné. Donc, la personne qui a posé la question sur son chien, en fait, sur la socialisation. Donc, voilà. Donc, après, voilà. Et elle, dans son quotidien, il faut qu'elle veille à préserver la zone personnelle de son chien pour ne pas entacher le travail de son éducateur. C'est-à-dire que son éducateur, lui, il travaille pour mettre ce chien en confiance et ne lui faire vivre que de bonnes interactions, des interactions positives avec des chiens qu'il connaît et qu'il choisit. Il ne faut pas entacher ce travail-là en laissant, par exemple, en promenade, les autres chiens qu'elle ne connaît pas interagir avec son chien, puisque on tourne en rond. Donc ces chiens-là, je ne sais pas si son chien est craintif, mais en tout cas, il est réactif congénère. Il est important de les habiller, de leur mettre un dossard.
n'approchez pas, restez à distance, ou rappelez votre chien, chien réactif, mon chien a peur, enfin bref, aujourd'hui on peut trouver ça notamment chez Création, qui Création, fait ouais. des super dossards. Mais dans le quotidien, il ne faut pas entacher le travail de l'éducateur qui, lui, travaille normalement pour ne faire vivre que des interactions positives à ce chien. Donc, si en dehors, le chien il est constamment embêté par des chiens qu'il ne connaît pas, elle va pouvoir faire ça pendant 10 ans. Parce que du coup, ça répond aussi à la question de Charlène qui venait de poser cette question-là. Donc, Charlène et Charlotte, vous avez tous les deux des réponses à vos questions respectives. Il y avait Fanny qui demandait comment détourner, atténuer l'instinct de prédation quand il est bien ancré chez le husky. Voilà. C'est rigolo parce que la dernière question, enfin les questions de fin, c'est toujours les questions qui, limite, j'aurais pu faire une heure, une heure là-dessus, sur la prédation. Ouais, c'est un chouette sujet, la prédation. Oui, alors, comment détourner l'instinct de prédation Déjà, il y a un prérequis, enfin, il y a vraiment quelque chose sur lequel il faut insister, c'est que la prédation, ça reste quelque chose de génétique, c'est un patron moteur qui s'impose au chien, une séquence comportementale programmée qui, une fois qu'elle s'est exprimée, ne peut pas disparaître. On ne peut pas supprimer la prédation, c'est pas possible. On peut la gérer et on peut travailler pour avoir un peu plus de marge de manœuvre, mais on ne fera jamais d'un chien prédateur un chien pas prédateur. Ce n'est pas possible. Il est prédateur. Bah, dommage pour vous, mais il va falloir le gérer et l'accepter. Je dis dans le livre, pour l'avoir vécu moi-même, la prédation, avant de se gérer, c'est quelque chose qui doit se digérer. Parce que c'est vraiment quelque chose qui nous met face à l'animalité du chien, l'animalité vraiment froide, la réalité du carnivore prédateur, c'est ça, voilà. Et ça fait rire personne, hein, personne n'a envie d'avoir un chien prédateur, mais il y a quand même beaucoup de chiens qui le sont, parce que c'est la nature même du chien, de son animalité. Pour pouvoir pour pouvoir gérer la prédation de son chien, mieux vaut avoir déjà une belle relation avec lui et de travailler le focus du chien sur l'humain. Travailler le focus du chien sur l'humain, travailler la relation, travailler le lien très fort avec l'humain. Donc ça se travaille d'abord en milieu artificiel, dans les milieux calmes, travailler sur les autocontrôles, travailler sur le focus, sur le renforcement spontané, le renforcement des comportements spontanés de retour vers l'humain, tout ce qui est rappel automatique, enfin tout ça. Et ensuite, c'est de travailler sur la réorientation de la poursuite. Donc moi, je l'ai fait, moi, avec ma chienne, avec les balles, parce que je sais que son patron moteur le plus présent, c'est la poursuite. Et donc, quand même, la prédation est quelque chose qui il n'y a pas un schéma de gestion de prédation, ça dépend du chien. Mais c'est de conditionner le chien avec, sur une expression, un interrupteur de comportement. Va chercher ta balle. Donc, c'est ce que je fais moi lorsque ma chienne, aujourd'hui elle le fait de moins en moins, j'ai un long sujet dans le livre sur la prédation où j'explique comment j'ai rééduqué la prédation de ma chienne, sur la réorienter dans les 2 premières secondes lorsque je vois qu'elle prend sa posture de berger. Je sais qu'aujourd'hui, si je lui dis « va chercher ta balle », elle décroche. J'arrive à lui faire décrocher la fixation. Mais aussi parce que dans les autocontrôles, j'ai travaillé aussi avec elle le fait lorsque j'ai la balle dans les mains, de lui faire comprendre que la balle ne bouge que si elle me regarde. Elle doit lâcher la fixation. Donc, travailler le fait de lâcher la fixation dans les autocontrôles, sans le demander au chien, sans ordre, sinon ça n'a pas d'intérêt. Le chien doit le faire de lui-même. Et en fait, c'est le chien regarde la balle et la balle ne bouge pas et on attend que le chien détourne pour lancer la balle. C'est vraiment le fait de travailler le lâcher de fixation.
il y a plein de choses à faire. Travailler les autocontrôles, travailler le focus sur l'humain, travailler la réorientation sur une balle, sur le fait de… Parce que le patron moteur, on ne peut pas le réprimer. Il cherche son autosatisfaction. Donc, si on empêche le chien de prédater et qu'on l'empêche tout le temps, le risque, c'est que le patron moteur se déplace et que ce chien qui ne prédatait que des lapins ou des oies ou des poules se mette à poursuivre ce qui bouge, la chose qui bouge. Et ça, c'est grave. Voilà. Donc, il ne faut pas réprimer, c'est réorienter sur une balle. C'est pour ça que je ne suis pas du tout d'accord avec les éducateurs qui disent qu'il ne faut pas utiliser la balle, jamais, parce que la balle, ça rend fou les chiens. Je ne suis pas d'accord. La balle, ça permet de réorienter les patrons moteurs de poursuite. Alors, je ne parle pas de faire des lancers non-stop pendant 1 heure, hein. Je parle de vraiment le faire en récompense d'un comportement au départ de lâcher de fixation et ensuite de mettre un mot dessus comme va chercher ta balle que l'on va utiliser en interruption de comportement lorsque le chien prend une posture de prédation, va chercher ta balle et là on fait le lancer et vous réorientez le besoin de poursuivre vers la balle et du coup le patron moteur est satisfait. C'est une piste. Il y en a d'autres. Et aussi, il y a aussi le fait que ces chiens-là ne doivent être en liberté que dans des endroits où vous savez qu'il n'y a pas de risque de prédation, puisque la prédation se conditionne énormément et que le chien qui chasse chassera de plus en plus. Il chasse pour chasser. La chasse est auto-renforçante. Donc, il n'a pas besoin de vous pour obtenir la satisfaction. Donc, attention de mettre vos chiens en longe lorsque vous avez un doute sur le fait qu'il pourrait déclencher. C'est sûr que Fanny, plus ton chien va chasser tous les jours, plus il chassera. Et plus il aura envie de faire plus que ça, quoi. Je la connais, Fanny. Et oui, et moi, dans les moments sombres avec ma chienne, il m'est arrivé parfois, parce qu'elle me faisait un gros déclenchement en fin de promenade, c'est toujours comme ça, c'est au moment où on se détend parce qu'on pense que c'est bon, voilà, la promenade est terminée, et boum, et elle partait. Et ben, 3 jours C'est après, tous arrivé, ça. voilà, et ben moi, 3 jours après, je la sortais plus. Elle ne sortait plus. C'est-à-dire que j'avais, pour éviter le conditionnement et mettre en sommeil la prédation, le patron moteur, pendant 3 jours, il n'y avait plus, pour ne pas relancer la machine derrière le lendemain ou le jour même. Et je lui mettais 3 jours de carence, où évidemment, je l'occupais autrement, hein, mastication, cognition, que sais-je, il y a plein de choses à faire. Mais là, je n'allais pas. C'était vraiment parce qu'il faut. Tu ne retournais pas en forêt, quoi. Ah non, il faut Pas vraiment tout de prendre suite. conscience que c'est très fort la prédation. C'est orgasmique. C'est quelque chose c'est un shot d'adrénaline pur pour le chien. Il n'y a rien de meilleur que ça pour lui. Émilie, elle dit que c'est plus facile avec un berger qu'avec un terrier. On est complètement d'accord, surtout sur les objets, hein, les terriers. Enfin, tous les chiens de chasse ne peuvent pas forcément être intéressés par les objets. Donc, c'est pas toujours facile de remplacer la prédation en fait par un objet. Je t'invite à regarder quand même du côté des jouets en peau d'animaux. Donc, tu regarderas dans la boutique, tu as des jouets en peau de lapin, des jouets en peau de mouton. Et ça peut être quelque chose peut-être qui peut suffisamment intéresser ton chien par rapport à une balle de tennis. C'est une piste à explorer. Tu peux même mettre de la nourriture à l'intérieur. Donc, on est presque sur un petit gibier qui tient dans ta main. Donc, ça peut compenser et ça peut être vraiment récompensant pour ton chien par rapport à une balle de tennis à tester. Il y a Isaline qui demande si le fait de nourrir son chien en barf risque d'augmenter son instinct de prédation. Pas du tout. Alors, ça n'a rien à voir. Non, vraiment, pas du tout. Pourquoi? Parce que la prédation est déclenchée par le mouvement et que la caille dans la gamelle est morte. Elle ne bougera plus. Donc, il n'y a pas de danger. Vraiment, la prédation, il n'y a pas de danger qu'elle soit exagérée par le barf ou par le play model. C'est vraiment quelque chose qui est déclenché par le mouvement, la prédation. Ok, merci beaucoup. Je vais continuer avec Laetitia, qui était la dernière personne à avoir posé une question qui était très large. C'était que son chien était réactif chien
Et donc, elle te demande, donc c'est une question très large, mais voilà, si tu as quelques pistes, peut-être au moins des idées à lui transmettre, donc des conseils face à un chien réactif. Donc, réactif chien. Ben, on en a parlé tout à l'heure, il faut aller voir un éducateur. La réactivité qu'on génère est vraiment celle où on va avoir besoin d'un professionnel qui amène les bons chiens au bon moment et qui connaît la communication intra. Donc là, les conseils, là pour l'instant, dans un premier temps, c'est de mettre de l'apaisement et de mettre beaucoup, beaucoup de distance entre son chien et les autres chiens. De mettre un dossard sur ce chien pour indiquer qu'il est réactif et qu'il faut le laisser tranquille. Parce que je présume qu'il est en longe. Donc il faut que les autres chiens sachent que, enfin les autres humains savent qu'ils doivent rappeler leur chien. Ils ne doivent pas laisser leur chien envahir la zone personnelle de son chien. Et d'installer de l'apaisement dans les promenades, c'est-à-dire que ce chien puisse, à distance, ne serait-ce que observer et analyser les autres chiens de loin. Déjà, rien que ça, et d'observer que dans la distance, son chien est capable de regarder un chien, de l'observer sans réaction. Lorsque le chien ne réagit pas, il faut le récompenser. Lorsque le chien regarde le chien et détourne la tête pour regarder son humain, il faut le récompenser. Donc ça, déjà, c'est rien que de mettre de l'apaisement, de la distance, de l'analyse calme de l'environnement, des autres chiens, qui va permettre de mettre le chien dans de bonnes dispositions pour qu'ensuite l'éducateur, lui, puisse présenter au bon moment ses chiens. Mais seul, si le but est d'enseigner la communication à ce chien, elle ne peut pas le faire seule. Il n'y a qu'un autre chien qui peut le faire. Émilie, je vois tous tes petits commentaires depuis le début. On ne minimise pas du tout la complexité d'avoir un chien réactif. Hein. Je vois que tu es un peu, je pense que tu es un peu au bord du gouffre avec ton chien. Peut-être que ça serait intéressant que tu vois avec Joël Dehaas, parce que peut-être que ton chien il a besoin d'être médicalisé pour vous offrir une fenêtre de travail en fait avec ton chien. Si il y a aucune distance, il réagit en permanence tout le temps et que malgré le travail professionnel, il n'y a rien qui change. Il y a un moment, il faut penser médication. Il faut s'adresser par contre au bon professionnel pour ça. Et je t'invite à contacter Joël Dehaas. Il est en Belgique. Je ne sais pas comment il travaille, mais je sais qu'il travaille aussi à distance. Je ne sais pas exactement comment ça se passe, mais voilà, c'est une piste à explorer en tout cas pour t'aider avec ton chien. Attends, parce que j'ai... bon, je crois qu'on a fait quand même le tour de toutes les questions. Je ne sais même pas quelle heure il est. Il y a encore plein de questions. Je vous propose... Quelle heure il est? Ouais. Il est 21h15. Ouais. Je vous propose, vous l'avez entendu, c'est enregistré en plus. Elle a dit qu'elle reviendrait. Donc, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Je la forcerai à revenir. Et puis, on pourra rééchanger parce que c'est vraiment très intéressant et je trouve ça vraiment chouette que vous soyez en interaction comme ça. C'est un peu frustrant même pour moi de ne pas pouvoir répondre ou à transmettre vos questions à Audrey, mais il faut bien qu'à un moment, ça se finisse quand même. Donc, on refera un échange comme ça. Voilà, et puis on préparera peut-être les questions. N'hésitez pas, quand je dis posez vos questions à l'avance, c'est aussi pour ça. Ça permet à Audrey de les préparer, puis de voir un petit peu le temps dont on a besoin. Je ne pensais pas qu'il y aurait autant de gens qui poseraient des questions pendant le live, en fait, mais c'est super chouette. Hein. C'est vraiment pas un reproche. J'avais une dernière question, moi, à poser à Audrey. C'était si tu avais un seul conseil à donner à un propriétaire de chien, un seul, tu ne pourrais pas en donner deux, juste un seul, lequel ce serait? C'est horrible comme question, j'aimerais pas qu'on me la pose, personne. Merci Fiona, c'est sympa. Faut pas faire aux autres ce qu'on n'a pas envie qu'on nous fasse. Non, mais je l'ai dit plusieurs fois en fait. C'est arrêter avec l'obéissance et travailler les autocontrôles. Arrêter avec l'obéissance et travailler la relation. C'est la même chose. Travailler. Si vous ne savez pas ce que c'est que les autocontrôles, contactez un éducateur canin comportementaliste en méthode bienveillante et demandez-lui de vous enseigner l'apprentissage par les autocontrôles. S'il vous dit qu'il ne sait pas ce que c'est, changez de crèmerie.
Mais les autocontrôles, c'est le secret d'une relation, d'un chien agréable, adaptable à l'environnement, adapté, non réactif. Voilà. C'est ça, c'est travailler les autocontrôles. Super. Allez, il y a 2 conseils. Je ne sais pas, vous les avez entendus tous les 2. Moi, j'en ai entendu 2 des conseils. Et ils sont pas, en fait, ils sont indissociables. Finalement, ça en C'est indissociable, bien sûr, puisque le travail des autocontrôles va développer la relation. Oui. Écoute, merci beaucoup. Franchement, tu as été super généreuse. C'était un chouette live. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup d'être venue, Audrey. Je vous rappelle donc le bouquin. C'est pour ceux qui ne l'ont pas lu, je pense que ça vous a tous donné envie d'aller mettre votre nez dedans. J'espère qu'on aura l'occasion du coup de réorganiser ça dans le futur. Et voilà, merci à toi. Mais c'est moi qui te remercie de l'invitation. Merci à tous pour les questions. Merci d'avoir été là. Même si je n'ai pas de visuel, ils ont tous dit que tu étais génial et que c'était super. Je ne t'ai pas dit tu iras voir dans le... Mais ils sont tous ouais, ils sont tous bien là. Vous êtes tous très gentils. Merci beaucoup de m'avoir accueilli comme ça avec vos questions. Je suis désolée de ne pas pouvoir répondre à tout le monde. C'est pas juste pas possible. Non. Mais oui, on le refera, promis. On réorganisera ça sans problème. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Ne quittez pas encore, hein, je n'ai pas donné le gagnant du bouquin. Je vais dire au Ah oui, revoir c'est à vrai. Audrey qu'elle puisse aller faire sa live. Et moi, je reviens vers vous pour vous donner le nom du gagnant. Merci Au revoir à toi. Fiona, merci. À bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Alors, vous êtes toujours là. Alors, je vous dis, hein, je ne triche pas. J'ai découpé tous vos noms dans la hotte du Père Noël, enfin dans le chapeau du Père Noël. Hein, voilà, je n'ai pas mis les noms des gens que je connaissais ou de mes meilleurs clients, tout ça, tout ça. Hein. Je n'ai même pas fait attention. Donc, je fouille, je fouille, je fouille et je tombe sur un petit nom. Et c'est, si vous voyez, Stéphanie Flandrin. Allez, le zoom, il a du mal à se mettre. J'ai bien dit. Stéphanie Flandrin, donc qui a gagné le bouquin Le chien, cet animal qui nous échappe. Félicitations à toi, hein, c'est vraiment le live qui se termine super bien pour toi en plus. Donc, n'hésite pas à revenir vers moi par Messenger pour me donner voilà, tes coordonnées pour que je puisse t'envoyer le livre. Et merci à tous d'avoir participé au concours et merci à tous d'avoir été là ce soir. C'était vraiment super. Voilà, j'ai que ça à dire. Je vous remercie à tous. Passez une bonne soirée. Vendredi prochain, c'est Black Friday, je crois. Donc, il devrait y avoir des trucs assez sympas. Restez au courant. Tenez-vous au courant. Je vous donne des nouvelles dans la semaine sur ce qui va se passer vendredi prochain. Mais ça devrait vous plaire aussi. Ciao, ciao. Bonne soirée à tous.